Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'absentéisme. Où en sommes-nous? On se souvient de la période Covid qui avait été complexe pour les salariés. Où en sommes-nous? On fera le point avec Thomas Perrin. Il est directeur général adjoint du groupe Apicil avec une étude extrêmement détaillée sur cet absentéisme. Le cercle RH, le management. Alors on en parle beaucoup évidemment dans cette émission, mais le management dans le monde de la culture et du spectacle. Est-ce que ce sont des managers comme les autres? On en parlera avec Grégoire Furer, il est le fondateur de Montreux Comedy Club. On en parlera avec Solène Saint-Gilles, responsable des programmes culture sur France TV. Et puis Thierry Teboul sera notre dernier invité, il est le directeur général de l'AFDAS, avec une réflexion justement autour de ce management, de la formation des managers. Et puis on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Favoriser la création d'entreprises par les femmes, ça progresse doucement. On en parlera avec Francine Savidan, elle est présidente d'Initiative Île-de-France, une association d'ailleurs qui organise un événement créatrice d'avenir avec des prix, des remises de prix. On fera le point avec elle sur ce sujet. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de l'absentéisme, pour peut-être d'ailleurs faire une photo de l'absentéisme en France. On parlera du Covid et on essaiera de savoir ce qui se passe aujourd'hui. Avec moi, Thomas Perrin. Bonjour Thomas. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur général adjoint service du groupe Apicil. Alors d'abord sur la méthodologie de l'observatoire, parce que ce sont des chiffres qui sont absolument incroyables. Vous vous appuyez sur les chiffres envoyés, les résultats envoyés par vos clients, vos entreprises. Tout à fait. En fait, chaque employeur est obligé de déclarer tous les mois à l'ensemble des organismes sociaux auxquels il est en relation l'ensemble de la situation de travail ou d'arrêt de travail de l'ensemble de ses collaborateurs. Donc on a à peu près 1 million de personnes, ce qui représente quand même plus de 5% de l'emploi en France. Et donc c'est quelque chose d'assez exhaustif. Et une photo continue, c'est une étude qu'on fait depuis plusieurs années qui nous permet de suivre ça dans le temps. Alors on va affiner un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. D'abord, ça va mieux, 5,17% c'est le taux d'absentéisme en 2023, il est en baisse, mais quand on en regarde bien votre étude, il est en baisse, mais en fait ça progresse par rapport à 2021 et avant. Hein. Tout à fait, donc on reste, la situation est un petit peu plus favorable. Mais je dirais que la crise du Covid et surtout les transformations sociétales qui ont eu lieu à cette occasion ont considérablement fait monter le niveau d'absentéisme dans notre pays, un certain nombre de facteurs explicatifs, et on reste quand même sur un niveau relativement élevé de l'absentéisme en France. Enfin, distinguons bien les arrêts de courte durée, c'est-à-dire moins de 3 jours, des arrêts longue maladie, de longue durée. On en est où des arrêts de courte durée de moins de 3 jours? Alors il y a des situations très étonnantes. En effet, les arrêts de moins de 3 jours augmentent en proportion, et les arrêts très longs aussi. Donc en fait, il y a deux phénomènes assez différents. On a quand même une montée en puissance assez importante, assez profonde, je dirais, ce qu'on appelle le micro-absentéisme, donc des arrêts de 3 jours. Et c'est souvent des arrêts sur lesquels les employeurs ne font pas extrêmement attention, parce que le collaborateur, il revient tout de suite, donc c'est pas trop grave. Mais s'il y a une répétition de ce type d'arrêt, c'est quand même le signe avant-coureur d'une situation de fragilité entre le collaborateur et son employeur. Donc c'est un point sur lequel les employeurs doivent vraiment prendre garde. Vous, chez Apicil, vous dites attention, c'est un signal faible, c'est un sujet sur lequel il faut avoir une observation très fine. Il faut avoir une observation et il faut surtout ne pas négliger ces arrêts, surtout encore une fois si c'est des arrêts répétitifs. Il y a des choses, il y a des facteurs explicatifs, c'est peut-être les conditions de travail, l'exercice, les relations entre le management et l'équipe qui expliquent cette tendance à prendre un peu plus de micro-arrêts. Voulu, parfois subi pour des raisons médicales. On sait qu'il y a énormément de diversité de situations, mais pour nous, c'est un signe faible intéressant. Un mot, les secteurs d'activité, évidemment, sont contenus dans votre étude, il faut y aller, c'est extrêmement précis. Les tranches d'âge, les catégories, les femmes, les personnes plus âgées. Alors j'ai vu qu'il y avait, sur le total des arrêts maladie, de l'absentéisme, il y avait 89% qui étaient liés à des maladies. Ça veut dire qu'il y a 11% qui sont pour d'autres causes. C'est des accidents. Accident, donc c'est assez... Et en fait, les risques physiques, quelque part, l'accidentologie, l'accident au travail, ont considérablement baissé depuis la guerre, la guerre de 39-45. Ça remontait jusque-là, donc c'est quelque chose qui a considérablement baissé d'abord dans l'industrie,
puis après dans les autres secteurs d'activité. Après, il y a un certain nombre d'arrêts de causes physiques, des maladies, mais en effet, ce n'est pas la majorité. Merci Thomas Perrin d'être venu nous rendre visite, directeur général adjoint service avec un S du groupe Apicil, avec cet observatoire et cette étude extrêmement détaillée sur la photographie de l'absentéisme 2023, parce que les chiffres 2024, évidemment, seront consolidés. Vous viendrez nous revoir dans un an. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page, le Cercle RH, c'est le débat de Smart Job pour parler culture et pour parler des managers dans la culture. Ce pas des managers comme les autres, évidemment, ceux qui dirigent une philharmonie ou un festival de musique. On en parle avec mes invités, on fait le point, c'est le Cercle RH, juste après le jingle. Le Cercle RH et le débat de Smart Job pour parler management. Alors vous allez dire, bah oui, management, on en parle dans chacune de nos émissions. Oui, mais les managers de la culture, est-ce que ce sont des managers comme les autres? Est-ce qu'on manage, je ne sais pas, un orchestre ou un groupe de musique ou un festival comme on manage dans une entreprise classique? Pas sûr. Est-ce qu'il faut créer des filières de formation? Est-ce qu'il faut réfléchir tout simplement à la manière dont on encadre et qu'on accompagne les salariés? Et on parlera des intermittents du spectacle, parce qu'il y a aussi parmi les salariés des intermittents du spectacle. On en parle avec mes invités. Solène Saint-Gilles, merci d'avoir répondu à notre invitation. Responsable programme culturel à France TV. Programme avec un S, c'est-à-dire que vous balayez le spectre de l'ensemble des chaînes de France TV. Il y a beaucoup de culture sur France Télévisions, donc c'est vraiment programme avec un S. Multichaîne, multiculturelle. Oui, avec France 4 en particulier, qui est une Culture Box, qui est une super émission. Mais sur toutes les chaînes en fait. Merci en tout cas d'être avec nous. Grégoire Furer, vous connaissez, je crois. Vous êtes déjà venu nous rendre visite pour un grand entretien. Vous êtes fondateur de Montreux Comédie Festival. Alors c'est des stand-up, on en parlera peut-être avec vous. C'est peut-être un secteur d'ailleurs qui n'est pas le plus développé en termes de management. C'est souvent des artistes qui sont un peu dans leur coin, dans leur appartement et qui créent leur spectacle. Est-ce qu'il y a des managers pour votre secteur? On en parlera avec vous dans quelques instants. Et Thierry Teboul est avec nous. Thierry Teboul, alors vous êtes vous aussi venu pour un grand entretien, j'ai même envie de dire 2 grands entretiens. Directeur général de l'AFDAS, les artistes, la culture et le sport. Il ne faut pas l'oublier, on parlera culture avec vous. Et ça tombe très bien aujourd'hui parce que vous sortez un livre, En finir avec les fausses idées sur le management dans la culture, édition de l'Atelier. Je vous donne la parole. Pourquoi avoir choisi d'écrire un livre? C'était quoi? Pour secouer le cocotier, pour dire on est un peu en retard par rapport aux Américains, par rapport à peut-être à d'autres pays, et qu'il est temps de créer une filière management culture? Peut-être pour mettre fin à une errance du monde de la culture sur le sujet. Il y a toujours eu un rapport très ambigu à la question du management. D'abord parce qu'il y a un rapport à la création et à la liberté de création qui fait qu'au nom de cette liberté, on ne s'autorise pas toujours à fabriquer un cadre de travail. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, prend des proportions un peu pathologiques si on voit les risques psychosociaux qui sont dénoncés à droite à gauche, les luttes contre les violences, le harcèlement moral, etc. Une errance aussi en termes de formation professionnelle, parce que le premier réflexe a été à un moment donné d'aller voir les écoles de commerce qui étaient des spécialistes du management, en disant qu'est-ce que vous auriez comme recette prête à porter, et dont on s'est aperçu qu'elle n'était pas forcément opérationnelle dans le monde de la culture, pour plein de raisons qu'on pourra aborder après, mais notamment parce qu'il y a beaucoup de gens de passage dans le monde de la culture, et que c'est compliqué de fabriquer une continuité managériale, une culture managériale dans le monde de la culture, avec ces personnes qui sont de passage. Je vous donne la parole, et je vous donnerai la parole évidemment Solène, mais dans votre secteur qui est un peu particulier, est-ce que c'est une réflexion que vous abordez, cette question du management, où vous dites notre secteur, notre modèle n'a pas besoin de manager? Parce que quand même, il faut soulever le problème, et vous l'avez soulevé Thierry. Quand on est artiste, on n'a pas envie d'être mis dans une boîte avec un manager qui vous explique des process, parce que le management, c'est aussi des process, c'est aussi une manière de rentrer dans une boîte, et un artiste ne rentre pas dans une boîte. Ouais. Non, c'est très complexe comme sujet, mais moi je pense que en fait, ça va prendre beaucoup de temps à répondre à cette question, donc je vais être court, mais c'est vrai que en fait, moi j'ai le sentiment qu'on démarre dans ce métier souvent par passion et on se pose pas toutes ces questions. Clairement. Puis je pense que si on se posait toutes ces questions, on ne ferait pas ce métier. Parce que honnêtement, il y a tellement de choses à régler, autres et tout. Et puis plus on avance, et plus on a besoin effectivement de s'entourer de gens, de garder les talents à nos côtés, de les former. Et souvent, quand on est manager d'une entreprise, on n'a pas les outils.
Donc moi, je suis ravi de découvrir votre livre et je vais le lire avec plaisir, parce que ce que vous avez dit est totalement juste. Dès que vous vous tournez vers des cabinets d'experts, plein de choses dans les entreprises classiques, ils essaient d'appliquer des méthodes qui viennent du classique dans nos métiers, ça ne fonctionne pas. Et donc c'est très... Enfin, ça ne fonctionne pas, ça crée même de l'électricité. Ça crée de l'électricité, ça fait partir des talents, etc. Donc il faut trouver le bon modèle, mais c'est vrai que je pense que c'est des choses qui aujourd'hui on a pris conscience quand on dirige une entreprise. Par moi en tout cas je l'ai fait et c'est pas toujours simple, on n'a pas toujours les bonnes réponses. Mais vous dirigez une entreprise, moi, vous l'assumez totalement d'ailleurs. Mais complètement, et j'aime beaucoup d'ailleurs le mot d'entrepreneur culturel, parce qu'il y a les deux, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Après, on est, nous, confrontés, par exemple, à devoir amener aujourd'hui des réponses nouvelles au management, notamment avec la nouvelle génération. Moi, je pense que ce qui est vraiment déterminant, c'est la nouvelle génération. Nous, aujourd'hui, dans notre entreprise, on a à peu près une 60aine d'employés. On a maintenant pas mal de gens qui sont, je dirais, la petite trentaine. Et on voit que, moi j'en ai le double, et on voit que ces gens-là aujourd'hui, si vous ne apportez pas des vraies réponses de management, vous n'arrivez pas à les garder. C'est vrai dans les autres entreprises aussi, c'est-à-dire que les jeunes demandent du sens, des réponses. Et nous, c'est ce qui je pense, nous oblige à évoluer. Solène, juste une question, parce que vous, c'est intéressant, France TV, c'est un groupe audiovisuel, et vous avez à rencontrer, vous, des entreprises de la culture avec lesquelles, objectivement, quand on fait une émission de télé, on en fait une là, elle est cadrée par des processus, par des horaires, par des cadres. Enfin, comment ça se passe, cette rencontre et cette relation-là, justement ? Alors, je vais répondre à votre question et après je rebondirai parce que quand même, c'est beaucoup de choses intéressantes. France Télévisions, la particularité, c'est que donc, moi, je produis à la fois des émissions de plateau, comme là aujourd'hui, et en même temps des captations de spectacles vivants. Et dans les deux cas, la plupart du temps, on confie ça à des producteurs extérieurs qui eux-mêmes viennent avec leurs équipes, qui eux-mêmes ont des équipes qui tournent beaucoup. Bon, de notre côté, à France Télévisions, je dirais qu'il y a plutôt une stabilité managériale. Je ne parle pas forcément au sommet, quoique on a une présidente qui a fait 2 mandats, là, qui est sur un deuxième mandat. Mais moi, par exemple, ça fait 20 ans que je suis à France Télévisions, donc on peut parler d'une stabilité managériale, en tout cas de mon côté. Vous êtes un repère, en tout cas, à France TV sur ce sujet. Je suis un repère, et de même que j'ai d'autres collègues qui le sont dans d'autres domaines. Et notre mission, enfin en tout cas moi ma mission, c'est que vis-à-vis d'équipes qui découvrent en fait, qui travaillent pour plein de chaînes différentes, etc., c'est vraiment d'imprimer les valeurs de France Télévisions. C'est-à-dire que quand on fait un programme pour France Télévisions, c'est un programme qui a une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on est là pour se divertir, évidemment, mais il faut apprendre des choses, il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait des notions, des valeurs comme l'acceptation de la différence, enfin tout ce qu'on essaie de mettre en avant dans notre programme. Bien sûr. Et c'est ça en fait, qu'on essaie d'infuser. Et je voudrais quand même rebondir sur ce que disait Grégoire. Mais ça bug parfois, Solène, avec des boîtes de prod où vous dites s'il y avait un manager, ça irait peut-être un peu plus vite. Non, enfin, je suis un peu dur, mais... Moi, pour rebondir sur ce que disait monsieur, c'est que c'est vrai qu'on est dans des métiers d'artisanat. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on aura beau vouloir industrialiser le secteur, ça n'existe pas. On a de la matière humaine qui est très très forte, en plus des artistes. Enfin, moi, j'adore travailler avec eux. Mais je vais rebondir sur 2 choses. Sur le cadre, moi, je trouve que c'est très très important la question du cadre, et c'est valable pour la vie en général. C'est qu'en fait, on exerce sa liberté quand il y a un cadre, en fait. C'est-à-dire quand il n'y a pas de cadre, mais ça marche pour tout. Si on pose un cadre, et après... on peut éventuellement évoluer à l'intérieur, en sortir. C'est vrai pour un artiste aussi, d'ailleurs. Mais les artistes, c'est... En fait, je crois qu'ils ont besoin... Enfin, je ne sais pas comment... Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que... justement, les artistes, ils ont besoin d'avoir en face d'eux des managers qui sont des cadres, qui leur on fixe un cadre, et puis après, ils peuvent en sortir. Et sur l'idée d'effectivement cette jeune génération qui a besoin de sens, moi, je pense que ça infuse maintenant toute la société. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous besoin de sens. C'est-à-dire que c'est plus que cette jeune génération. Ça, c'est clair. Et c'est encore transversal plus à tous les depuis secteurs. le Covid, depuis le confinement, etc. C'est-à-dire qu'on a tout le monde a besoin de sens. Donc en fait, nous, managers, on est là, et moi c'est ce que j'essaye de faire avec mes équipes, pour fixer un cap, les emmener loin, rêver, et puis effectivement... Et leur donner le cadre nécessaire pour s'épanouir librement. Exactement. Juste Thierry Teboul, je reprends votre titre, la couverture est très très belle. Le titre, il est presque pour la gratter pour les entreprises de la culture qui vont dire, mais attendez, voilà, il nous met dans le titre du management. Est-ce que c'est le bon mot finalement, le mot manager dans le secteur de la culture? Est-ce que c'est pas animateur? Est-ce que c'est pas coordinateur? Est-ce que c'est pas chef d'orchestre? Est-ce que le mot manager s'adapte bien? Je vois Solène Saint-Gilles qui dit oui, pourquoi pas. Vous dites quoi, vous? Moi, je me suis battu avec les contributeurs du livre, puisque nous avons pris une trentaine de dirigeants, de représentants du personnel, de jeunes générations, des lauréats, par exemple, de résidence, etc., qu'on a fait parler sur leurs attentes. Et le premier sujet qui est venu sur la table, c'est est-ce qu'on doit parler de management ou pas? Oui. Et je me suis un peu battu pour ça, parce que
La question, c'est qu'en niant le terme, on nie parfois la pratique. Et C'est pour je ça que crois c'est qu'il ne faut important pas la nier, c'est pas très grave. Il y a une idéologie managériale de l'entreprise interprofessionnelle. C'est un mot dans la culture manager, parce que dans les tournées, on dit j'ai mon manager qui. Donc là, Et oui, en plus. c'est un mot qui est utilisé C'est aussi. juste qu'il y a probablement une incarnation de ce que c'est qu'un manager dans le monde interprofessionnel qui colle mal. Ou un fantasme. Ou un fantasme managérial qui colle mal avec la manière dont on a envie soi-même de l'incarner dans le monde de la culture. Mais ça ne nous exonère pas d'utiliser le terme et surtout d'en inventer les pratiques. Mais vous avez mis dans votre entreprise 60 salariés, qui est une très belle entreprise. Vous avez des managers, vous avez identifié des gens qui sont vos managers et qui sont là en relation avec les artistes. Comment vous l'avez structuré, votre boîte? Alors, il faut faire attention avec le mot manager dans nos métiers. Mais oui. Parce qu'un manager, généralement, il gère un artiste. Un artiste, exactement. Nous, on a, par exemple, un COMEX. Moi, j'ai un COMEX aujourd'hui dans lequel j'ai 4-5 personnes qui sont mes managers, en fait, qui vont gérer les finances, le commercial, la production, etc. Une entreprise comme les autres. Une entreprise classique. Mais moi, je pense qu'il faut absolument appeler un chat, comme on dit. Moi, j'aime le mot management, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est, par exemple, on a créé une fêtière pour l'humour aujourd'hui qui s'appelle la communauté de l'humour, avec plein de producteurs qui sont tous très, très puissants dans leur côté. Et on a buté sur le mot, moi je voulais appeler ça la communauté des industriels de l'humour ou des entrepreneurs de l'humour. Et puis, c'est un mot voilà, on a passé toute la séance à parler du mot industrie, parce qu'il y en avait qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Donc c'est vrai qu'il y a ce tabou. Moi je pense qu'à partir du moment où on génère de l'argent, où on a des budgets, des prévisionnels, il faut parler d'une entreprise, point. Après qu'elle soit culturelle Et ou vous pas. êtes la vitrine d'un pays, parce que la culture, c'est aussi la vitrine de toute la France. Ce qui est peut-être compliqué par rapport aux besoins de cadre, et je rejoins Solène et Thierry sur la partie la nécessité d'avoir des cadres. Dans nos métiers, on reste dans des métiers un peu de précarité, même avec, moi je pense l'exemple, le budget 2025 aujourd'hui que je suis en train de faire avec mes équipes, il y a plein de paramètres qui vont faire que ça va fluctuer. Il y a des projets qui vont se faire, pas se faire, des sponsors qui vont arriver, des partenaires qui vont arriver. J'évoquais les intermittents du spectacle. Des intermittents, etc. Donc, c'est un sujet quand même. Quand vous managez une équipe, si vous avez besoin une équipe a besoin de stabilité. Dans nos métiers, il faut être capable de pouvoir dire à une équipe, écoute, tu étais prévu sur tel projet, ce projet se fait plus, est-ce que tu peux travailler sur un autre projet, ou au contraire, il faut rectifier, réduire la voilure, ce qui complexifie parfois les choses. Nous, on a souvent des jeunes qui viennent chez nous parce qu'ils sont attirés par le côté sexy, de la culture, voilà, sans voir l'entreprise qui est derrière. C'est sympa, on va s'amuser, on va voir des artistes, ça va être cool, ça va être fun. Et puis qui, après quelques mois, voire quelques années, se rendent compte que c'est pas du tout fait pour eux, parce qu'il y a ce côté précaire qui fait que du jour au lendemain, on peut dire, ben voilà, tu bossais sur un projet, ce projet n'existe plus, ben ma foi, ton poste, il est supprimé. Et ça, il y a des gens qui sont pas prêts à accepter cette précarité-là. Solène Saint-Gilles, un mot et même plusieurs sur finalement l'influence que vous avez évidemment sur les choix des spectacles, la manière dont on va y glisser des idées et des valeurs, mais sur la manière de manager. Est-ce que là aussi, j'allais dire, vous y apportez un peu votre patte ou votre cahier des charges, France TV? Alors, sur les questions de précarité, moi je vais vous donner la patte qu'on... Nous, c'est vrai que, alors, je vous disais qu'on fait appel à des producteurs qui font appel à des équipes extérieures. On a également nos équipes internes, c'est-à-dire, enfin, de production, j'entends. C'est la Fabrique à France Télévisions, donc qui elle-même est à moitié des permanents, enfin c'est pas moitié, mais il y a une partie de permanents et une partie d'intermittents, et qui bénéficie plutôt d'une convention assez protectrice. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, à France Télévisions, on est très sensible à la protection des salariés. L'autre enjeu, et moi j'en ai fait vraiment un enjeu personnel, c'est que moi je suis très attentive à la place des femmes dans l'ensemble des métiers, et la Fabrique est assez représentative de ce point de vue-là, c'est-à-dire des femmes dans tous les corps de métier, y compris techniques. Parce qu'en fait, il y a peu de femmes en fait sur des postes des techniques, et on parle des formations, mais c'est vrai que ça aussi, ça doit se travailler au niveau des formations, et c'est très important. Moi, je suis contente d'avoir une steadicameuse femme. Il n'y en a pas tout le temps, parce qu'on considère que c'est un steadicam pour les téléspectateurs. C'est la caméra qu'on porte. La caméra comme ça, donc évidemment, on se dit c'est plutôt un homme qui va faire ça, mais non, en fait, les femmes, elles peuvent le faire très bien, et elles vont apporter un autre regard, autre chose. Donc voilà, nous, c'est vrai qu'à France Télé, on est très attentif à des... voilà, on n'est pas dans l'exploitation du personnel, hein. C'est quand même c'est très protecteur, et on est très attentif sur la question des femmes. Il y a des petites phrases, parce que c'est intéressant, vous faites des contributeurs, manager, alors c'est des guillemets, manager, ça doit être vertical et descendant. Ça, c'est Jean-Philippe Thiellet, qui est le président du Centre national de la musique, c'est une sorte de petites phrases pour la gratter. Le modèle héroïque du chef d'orchestre est une figure indépassable du management. Et ça a été dit dans une colloque que vous aviez organisé, l'AFDAS, sur globalement, pour être un bon
manager dans la culture, il faut être soit le patron de l'orchestre, soit être un peu le spécialiste. Vrai ou pas vrai? On peut être un excellent manager dans le privé sans pour autant être un ingénieur en informatique. Ouais. C'est pas, En fait, l'allusion sur le caractère héroïque du chef d'orchestre, elle est venue du constat que c'est incroyable le nombre d'entreprises qui font appel à des chefs d'orchestre pour faire des séminaires de management. c'est vrai. Sans se poser la question. Ils sont venus sur ce si plateau. Eux-mêmes sont de bons managers de leurs orchestres. Je ne vais pas citer de nom, mais on a eu ces derniers temps quelques cas. Donc on prophétise devant l'entreprise C'est ça. sans balayer parfois. Voilà, c'est et alors, évidemment, l'orchestre, c'est formidable parce que vous avez le chef, ça joue, on fait c'est une cohabiter très des belle gens image. qui- voilà, c'est une très très belle image, mais en fait, c'est pour ça que la figure héroïque du chef d'orchestre, elle est un tout petit peu taquinée dans l'ouvrage, en disant peut-être qu'on devrait un peu plus s'intéresser à la manière dont les chefs d'orchestre managent leur orchestre. Mais Moi, non, je je fais souvent référence à Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. Ah non, mais c'est vrai. Ou quand il dit c'est mauvais, très très mauvais. Voilà, et Non, mais on voit bien que c'est pas toujours des grands spécialistes du management. Par contre, on aime bien les sortir de la culture pour les montrer à des chefs d'entreprise en disant allez, on va vous donner C'est une le petite modèle. baguette, vous allez voir, c'est formidable. Non, mais vous soulevez du doigt le fait qu'on a pu avoir des dérapages, parce que parfois, c'est des gens qui sont très habités par leur savoir, par leur talent, et qui, globalement, sont de piètres managers, pour ne pas dire des gens très autoritaires. Est-ce qu'à travers une formation de l'AFDAS, à travers, je dirais, une professionnalisation, on peut éviter ce type de déviance? C'est l'objet parce que, en fait, pourquoi l'AFDAS s'est intéressé au sujet? Parce que finalement, on s'est aperçu que toutes les formations qu'on dispensait en management, grosso modo, le retour n'était pas terrible. Le feedback était il y a du yak à faucon, il faut faire des entretiens annuels, voilà, aller faire des entretiens annuels à des comédiens ou à d'autres, c'est hyper facile. Bref, il y a un moment où on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on arrête d'aller chercher des choses qui existent sur le marché. Alors même que c'est une figure exemplaire, la culture, pour savoir ce que c'est que la gestion des talents. Dans toutes les entreprises de France, vous avez maintenant presque un patron des talents, etc. Ouais, c'est de la performance. Pourtant, la culture n'a jamais réussi à faire école sur le sujet. Comme si elle enfouissait quelque chose au plus profond d'elle-même en disant non, nous, la création, elle est spontanée, etc. etc. Presque une posture politique. Un dernier mot, peut-être, Alors, Grégoire. je voulais juste, par rapport à ce que vous dites, je trouve très intéressant, c'est que moi, par exemple, je n'étais pas destiné à faire un métier dans la culture, j'étais faire un métier normal, etc. Vous l'aviez raconté, ça ne démarrait pas comme ça. Je suis tombé dans la culture et j'ai adoré ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une petite PME, mais je dois gérer des problèmes médiatiques, des problèmes d'égo artistique, des problèmes financiers. Je traite avec des très grands patrons. Psychologue financier. Oui, puis mes sponsors, c'est des capitaines du CAC 40, d'une certaine manière. Donc, tout d'un coup, il faut être capable aussi de discuter avec ces gens-là. Et je me dis, la compétence que ça prend pour être capable d'avoir toutes ces cordes, c'est assez exceptionnel. Et c'est vrai qu'on a une liberté qu'on a très peu dans les entreprises. Mais on n'est pas des surhommes non plus. Et moi, par exemple, je sais que voilà, il y a des choses que je sais faire et que je ne sais pas faire. Et dans le management, il faut aussi être humble, de dire, nous, on a par exemple une RH, on a engagé une personne en RH, parce qu'il y a un moment donné, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et même qu'on ne peut pas faire. Parce que c'est vrai qu'il y a des types de management dans nos métiers où on doit quand même embarquer les gens. Dire, il faut être capitaine joueur. Moi, j'aime mieux le mot capitaine joueur que le mot chef d'orchestre. Entreprises qui vendent du rêve aussi. Il faut y aller, il faut être devant, il faut être devant, faire du rêve. On a des idées, il faut embarquer du monde. On a du stress parce qu'il y a quand même un stress énorme. Parfois, ça part d'une idée qui devient ensuite un spectacle sur scène. C'est ça qui est génial. Et puis quand 2 semaines avant le festival, vous avez un artiste majeur qui ne peut pas venir, que vous avez des problèmes d'argent, etc. Il faut y aller, il faut embarquer les gens, il faut les rassurer. Et on peut pas être. Et si je vous réinvitais, des super parce que j'ai un manager qui est dans mon oreille et qui me tire les oreilles. Bah oui, on a tous un manager, même à la télévision. Vous le savez mieux que moi, Solène Saint-Gilles. C'était un plaisir de partager ce moment. Moi, je serais resté encore bien plus longtemps avec vous parce que j'avais 1000 questions à vous poser. Merci d'être venu nous rendre visite. J'indique ce livre, il vient de sortir. Il est tout chaud. Vendredi dernier. Donc il est vraiment tout chaud. Le management dans la culture, en finir avec les idées fausses sur ce management dans la culture. Édition de l'Atelier, avec pas mal de. Vous tordez le cou à quand même pas mal d'idées reçues. Donc c'est un livre à découvrir. Merci à vous, Solène Saint-Gilles. Vous reviendrai si vous le souhaitez. Tout le monde a regardé France Télévisions. Et France TV, bien tout sûr. le monde regarde évidemment. France Télévisions. Grégoire Fürer, Montreux Comédie Festival, c'est quand? Du 13 au 23 novembre. 13 au 23 novembre. Et France TV, c'est tous les jours. C'est voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas demandé. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Mon manager va me tirer les oreilles. C'est tout de suite après le jingle.
Fenêtre sur l'emploi pour parler des femmes et de l'entrepreneuriat. Où en sommes-nous exactement? Est-ce que les femmes créent leur boîte? On en parle avec Francine Savidan. Bonjour Francine. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Présidente d'Initiative Île-de-France, alors depuis 2009, si je ne m'abuse. Depuis, non pas 2009, depuis 2018, association qui organise Créatrices d'avenir avec une remise de prix. Ce sera le 6 décembre prochain. Oui. Remise de prix, je le précise, avec je crois 30 000 euros d'argent sonnant et trébuchant, 60 000. Oui. Donc ça veut dire que la chef d'entreprise qui va recevoir ce prix va pouvoir développer un peu plus son entreprise. Oui. On en est où de la création d'entreprises chez les femmes? Ça va mieux d'après vous? Ça va mieux, on peut encore faire beaucoup mieux. Il y a environ 40% de femmes qui créent une entreprise, en tout cas en Île-de-France, avec dans le réseau Initiative, parfois certaines associations locales qui dépassent ce chiffre de 40%. Il y a une progression, mais il faut encore faire beaucoup d'efforts pour porter le plus de femmes possible vers la création d'entreprises, vers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui bloque? Il y a le plafond de verre, il y a le syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, le plafond de verre. Oh, mais je ne suis pas capable. Mais est-ce que je vais avoir le temps nécessaire? Est-ce que je vais avoir les moyens financiers? Comment vais-je bâtir mon plan de financement? Comment vais-je me faire conseiller? Oui, il y a encore des obstacles sociaux et des obstacles personnels, mais on les lève progressivement. On est aidé en cela par toute une communication autour de Créatrices d'avenir qui percole bien. Créatrice d'avenir, c'est le prix, c'est le 6 décembre, avec 5 secteurs. Excusez-moi de innovation, on va pas les... Innovation, impact, artisan. Artisan, bien évidemment. Diversité des métiers, parce que nous avons des femmes qui lancent des activités qui traditionnellement sont réservées aux hommes. Je vous donne un exemple, moto, cycle ou des choses comme ça, dans lesquelles on voit plutôt des hommes en général. Et diversité des territoires, c'est important. Et diversité des territoires, nous couvrons toute l'Île-de-France avec nos associations locales très implantées en Île-de-France. Ce prix, je le redis, il donne de l'argent. Souvent, c'est le nerf de la guerre quand on crée son entreprise. 60 000 euros, c'est une somme importante, mais vous allez plus loin. Vous leur faites rencontrer des chefs d'entreprise, vous les faites s'ouvrir finalement et aller à la rencontre des autres. On les fait se mettre elles-mêmes à l'épreuve parce qu'elles doivent peaufiner leur approche, leur présentation. Donc c'est un défi qu'elles se lancent elles-mêmes. On les aide dans ce défi. On les aide à présenter leur projet. C'est merveilleux de savoir présenter avec pertinence son projet. On les encourage, on les met en lumière, on les avantage financièrement avec un prix. La gagnante, c'est 6 000 euros, plus des avantages en nature qui sont extrêmement importants puisqu'il y a du coaching, il y a des voyages professionnels qui sont financés. Il y a toute une armada derrière la créatrice d'entreprise qui est mise en lumière. Il nous reste une seconde. Il faut aller, quand on est une femme et qu'on veut créer son entreprise, qu'on a une idée et qu'on voudrait la porter, on va sur le site Initiative Île-de-France et j'imagine qu'on est pris en main. Initiative Île-de-France ou Créatrices d'avenir, tout ça accroché.com. Merci Francine. Et on trouve la route. Vous reviendrez nous voir, peut-être pour un débat plus approfondi, un peu plus encore sur la place des femmes au sein des entreprises avec plaisir. Et dans la création. C'est un vrai plaisir. Présidente d'Initiative Île-de-France, association qui organise Créatrices d'avenir. Ces deux sites-là, allez jeter un œil et vous serez, j'imagine, accompagnés, pris en main et peut-être allez-vous gagner ce prix. Le premier prix, ce sera le 6 décembre prochain. Merci à vous. Merci à vous de votre fidélité. Merci pour vos messages. On se retrouve évidemment très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe. Thibaut à la réalisation, merci à Nicolas Juchat à la programmation et merci à Ulysse à la réalisation. Merci à tous. Bye bye.